Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour maître, bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer maître Jean-Philippe Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Bonjour maître. Bonjour. Maître, je vais commencer avec la question traditionnelle de nos épisodes. Maître, qui sont vos maîtres ? Alors, dans mon métier, d'abord, je réponds directement, c'est un avocat qui est très connu à Aix-en-Provence, et peut-être plus aujourd'hui, mais qui a été très connu à Aix-en-Provence, et qui a même eu une certaine renommée nationale, c'est le bâtonnier Cléniec, qui est un avocat d'une extrême rigueur intellectuelle et qui décortiquait les dossiers en faisant des démonstrations extrêmement précises pour démontrer la non-culpabilité, en général, de ceux qu'il défendait. Et il a été connu notamment dans certaines affaires nationales. Vous avez évoqué directement le plan professionnel. Dans votre vie plus généralement, est-ce que vous avez aussi des inspirations autres, littéraires, artistiques, que vous aimeriez partager ? Alors, je suis très littéraire dans les arts, plus que pictural ou musical, et c'est très difficile de savoir si on a un maître. Je crois que dans sa vie, on a plusieurs maîtres successivement, et je crois qu'on évolue et qu'on n'est pas le même à 25 ans peut-être qu'on l'est à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais si je devais parler d'auteurs ou d'œuvres qui m'ont profondément marqué et qui correspondent, je crois, à ce que je pense être ou ce que j'espère être, je dirais Cyrano de Bergerac, l'œuvre, plus que Rostand, parce que Chanteclair, par exemple, il y a quelques vers qui me plaisent dans le Chanteclair, mais c'est pas Cyrano de Bergerac. Et auteur plus contemporain, même s'il a une certaine ancienneté, c'est Georges Brassens. D'accord. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler avec vous, notamment de ces sujets littéraires. Vous avez, je le sais, une appétence particulière pour ceux que vous nommez, entre guillemets, les grands avocats, que ce soit régionaux, nationaux. Quel ouvrage d'avocat conseilleriez-vous à un étudiant en droit pour qu'il comprenne un petit peu ce qu'est la profession ? Alors là, je pense que je suis chargé de cours à l'école des avocats du Sud-Est, et je donne toujours ce conseil aux étudiants, même quand ils font du droit des affaires. Il y a deux livres qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est pas un livre, c'est un livre de souvenirs, mais ça va très au-delà. On frôle Camus. C'est L'exécution de Badinter. Parce que c'est un petit roman en réalité où il raconte sa première expérience avec la peine de mort, qui a été une expérience malheureuse, puisque son client, c'est l'affaire Buffet-Bontemps, a été exécuté. Et ce livre est poignant. Il va très au-delà des livres de souvenirs d'avocats. Après, on peut dire Mon intime conviction de Lombard à Marseille, le bouquin de Pollack, La parole est à la défense, le bouquin d'Alberno, Les défendre tous, quel beau titre. Il y a les bouquins de Dupond-Moretti qui sont incontournables pour les jeunes avocats, parce que quand je parle aux jeunes étudiants, ils ne connaissent que Dupond-Moretti. C'est vrai qu'il a plus occupé les médias que d'autres. Mais bon, qui sont des livres très intéressants sur la profession d'avocat, mais je trouve qu'ils n'ont pas cette richesse et cette force que l'exécution. Et après, au niveau technique, et ça je le dis aux étudiants qui veulent faire une carrière pénale, parce que souvent quand on dit avocat c'est pénal, mais il n'y a pas que ça, et notamment vous êtes la clinique du droit, il y a le droit des affaires est très important, et on plaide peut-être moins le droit des affaires, mais il y a un aspect de négociation et discussion quand il faut discuter un traité, une fusion, une cession de parts, etc., où la psychologie de la négociation rejoint très souvent la psychologie de la plaidoirie. Parce qu'en fin de compte, il faut convaincre son contradicteur, que ce soit un tribunal, un jury, un confrère et une société, du bien fondé de sa position. Donc il y a des techniques qui sont communes, et il y a un livre qui est formidable, qui est un dialogue à deux voix entre deux grands avocats. L'un, c'est Jean-Denis Brodin, qui était l'associé de Badinter, qui est un civiliste,
droit des affaires, pur et dur. Et l'autre, c'est Thierry Lévy, qui est un avocat de rupture très violent, qui fait plus de pénal. Et ce livre s'appelle Convaincre. Et en fait, c'est un vrai livre sur ce qu'est l'éloquence et comment, avec deux idées différentes, puisque Thierry Lévy, c'est un avocat de rupture, donc d'agressivité contre le système ou contre son contradicteur, et Bredin, c'est tout en douceur, et ils n'ont pas la même vision des choses. Mais en fin de compte, ils arrivent à peu près aux mêmes conclusions sur comment on doit conduire une plaidoirie ou une séduction, parce que c'est valable aussi pour la séduction dans la vie de tous les jours. Donc, et c'est basé sur les grands philosophes et sur les discours de Socrate ou de Platon pour amener l'autre à adhérer à l'idée que vous défendez. Vous êtes avocat depuis plus de 40 ans, si je ne m'abuse. Hélas, ouais. Depuis plus de 40 ans. Malheureusement, j'aurais préféré que ce soit presque 20 ans, mais c'est plus de 40. La profession a fondamentalement changé depuis le moment où vous avez prêté serment et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des raisons qui aujourd'hui, si vous étiez étudiant, qui vous amèneraient à ne pas devenir avocat ? Alors, je répondrai à votre première partie de question, votre affirmation. Oui et non, la profession a profondément changé, bien sûr. Mais l'essentiel de la profession et de l'éthique de la profession et du plaisir de la profession, ce qui est aussi un principe de plaisir. Moi, je crois au principe de plaisir. Je pense qu'on fait mieux les choses quand on les fait volontiers que quand on les fait contraintes et forcées. Et il y a des points communs quand même dans la profession d'aujourd'hui, même avec l'évolution que comportent les sociétés. Tout évolue, tout s'améliore ou régresse, peu importe. On peut discuter à l'infini sur la valeur du progrès. Mais je pense que les valeurs fondamentales de la défense, et pour le pénal bien sûr, mais aussi dans les matières civiles, n'ont pas véritablement évolué. L'avocat reste un gardien fondamental du bon fonctionnement d'une société et d'une société démocratique. Parce que d'ailleurs, il n'y a d'avocat véritable que dans les sociétés démocratiques. Dans les sociétés qui ne sont pas démocratiques, l'avocat est un fonctionnaire de l'État, le procès est une parodie de procès, la condamnation est acquise, ce qui n'est pas le cas dans les démocraties, où c'est vrai qu'il y a quand même un poids de l'institution, mais l'avocat est vraiment et dans sa fonction essentielle, il est un garant de la démocratie. Alors c'est vrai, on pense toujours avocat cour d'assises, mais c'est vrai aussi de l'avocat d'affaires, puisque vous êtes dans ce secteur plus que dans le secteur judiciaire, parce que quand il y a des négociations dans les grandes entreprises, il y a des principes de fonctionnement des grandes entreprises qui mettent en cause aussi la vision qu'on a de la société. Donc c'est en pleine période électorale, avec l'hypothèse d'un président libéral, capitaliste, qui est le président Macron, même si certains disent qu'il est un peu de gauche, et l'hypothèse extrême de Premier ministre qui serait Mélenchon. Donc ça serait l'affrontement absolument incroyable de deux visions complètement contradictoires de la société, des rapports de force dans une société. Mais loin du sujet. Donc là, pour répondre à votre première partie, je pense que le métier d'avocat n'a pas autant changé que ça. Après, bien sûr, le progrès, la technologie, la justice prédictive, sujet qui, je sais, vous intéresse particulièrement, bien sûr qu'il faut en tenir compte et l'intégrer dans ses fonctions. Mais honnêtement, je pense que si j'avais votre âge aujourd'hui, je serais quand même très heureux d'être un avocat du XXIe siècle et que je ne renoncerai pas, avec ce que j'ai vécu à ce métier, parce qu'il a fallu qu'il s'adapte à l'évolution du monde. Le monde évolue toujours, donc je cite souvent aussi à ceux qui disent il faut arrêter, c'est foutu, on passe à autre chose. C'est un discours qu'on entend souvent, que les jeunes avocats entendent trop souvent, un mot qui est, je crois, de Talleyrand, grand maître de la manipulation des esprits. Ceux qui n'ont pas la force de suivre ont la prétention de retarder. Voilà, donc, où on a la force de suivre et on s'adapte et on essaie de maintenir les valeurs qui sont celles du métier d'avocat dans le monde moderne, de toute façon on n'empêchera pas l'évolution et du progrès, entre guillemets.
Votre réponse ne laisse planer aucun doute sur votre amour pour la profession, si on peut parler d'amour, au sens... Oui, je pense qu'on peut parler d'amour. Si je le fais ce métier depuis aussi longtemps, d'ailleurs certains qui... J'ai été avocat très jeune, j'ai plus de 40 ans de mort, mais à l'époque c'était facile d'être avocat, j'étais avocat à 22 ans. Ce qui est absolument impossible aujourd'hui, et la formation des jeunes avocats est bien meilleure que celle que nous avions nous. Donc, mais si aujourd'hui je fais encore ce métier avec fougue, avec passion, je l'ai toujours fait avec passion. Il y en a qui ne le font pas avec passion à 25 ans, après il y a une question de nature. Après, ça dépend aussi du contentieux qui fait que vous avez. C'est un peu le hasard qui va faire. On choisit, mais on ne choisit pas. C'est un peu le hasard qui fait que vous devenez spécialiste ou pas des bons ruraux. Cette carrière a nécessairement été riche en affaires, en procès. Quelle est l'anecdote d'audience? Pas forcément l'affaire qui vous a le plus touché personnellement, mais quelle est l'anecdote d'audience que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui, qui vous prête encore aujourd'hui à sourire? À sourire, je ne sais pas si c'est une anecdote qui fait sourire, qui va me venir à l'esprit. Alors après, c'est une question où il y a tellement d'anecdotes que selon le moment où vous posez la question et le moment où je vais y répondre, je ne vais pas forcément vous donner la même anecdote. Mais j'ai deux souvenirs marquants. Dans un des dossiers qui montre la beauté et la grandeur d'âme de certaines personnes. J'ai été partie civile pour des gens formidables, une famille dont la fille, une des filles, parce qu'ils avaient deux filles jumelles, âgées de 16 ans, avait été assassinée alors qu'elle était au bord d'un étang avec son petit ami, très sagement. C'était pas du tout provocateur comme attitude, c'était vraiment un flirt d'adolescent de 16 ans d'il y a très longtemps, donc c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et comme ils étaient sur le territoire d'un chauffeur de bus névrosé, qui n'avait pas de vie privée, qui n'avait pas de vie sentimentale, celui-là est allé chercher son fusil et pour les séparer symboliquement, il a tiré avec des chevrotines et il les a tués tous les deux. Et un procès a lieu, bien sûr, aux assises pour assassinat. Et un incident a lieu. Un grand avocat local de l'époque, je ne sais pas si je dis son nom ou si je ne le dis pas, et il s'appelait Furami, veut absolument obtenir un renvoi de ce dossier parce qu'il sent que ça se passe très mal pour lui. C'est vieux ce dont je vous parle, ça devait être en 94, un truc comme ça, et on parlait de réformer la notion d'altération de l'état mental et de pouvoir permettre justement une altération et pas tout ou rien comme c'était avant la réforme. Et donc il voulait un renvoi absolument pour essayer d'avoir une loi plus favorable pour éviter perpétuité à son client quelques temps après. Et donc, comme il n'arrivait pas à obtenir ce renvoi, en vieux briscard qu'il était, n'ayant peur de rien, d'ailleurs je peux vous raconter une anecdote à ce sujet, amusante si vous voulez, mais en vieux briscard qu'il était, n'ayant peur de rien, un grand avocat, que fait-il? Il part. C'est-à-dire qu'il y a une suspension à midi, comme toujours, et il s'en va. Il laisse sa robe, il s'en va. Alors il prend prétexte d'une réponse de l'officier de police judiciaire qui avait fait l'enquête. Il s'indigne, déjà c'est la tête au droit de la défense, il jette sa robe, et il s'en va, il part. Donc, suspension d'audience, on reprend à 14h. La présidente de la cour d'assises, qui était un peu inexpérimentée, c'était un grand magistrat, mais elle prenait la présidente des assises, d'ailleurs après elle n'a pas voulu y rester, dit quand il va revenir, je vais le commettre d'office. C'est un vieux briscard, donc il ne revient pas du tout, pour ne pas être commis d'office, parce que le président peut commettre d'office l'avocat, quand ce type de situation se présente. Et donc la présidente qui ne veut pas renvoyer, désigne d'office un jeune avocat qui était de permanence. Et donc se pose la question de savoir quelle est la position, ce que la cour d'assises doit le demander à tout le monde, les uns et les autres, pour continuer le procès ou pas.
Et donc le jeune avocat, moi je lui dis n'accepte pas, tu ne peux pas accepter, ce type il est en cours perpète, tu as un dossier il y a 4 ans d'instruction, n'accepte pas. La jeune avocate, c'est une avocate, accepte. Elle dit non, mais je demande une demi-journée, je prépare le dossier, c'est pas si compliqué que ça, je prends le dossier. Le parquet général, bien sûr, dit il n'est pas question d'obéir au diktat de la défense, cette affaire doit être retenue, c'est une manœuvre, et donc il faut retenir l'affaire. Et on donne la parole à la partie civile. Et moi je m'étais entretenu avec mes clients qui avaient perdu, qui étaient en pleurs, qui étaient détruits leur fille, et je leur dis voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, si je dis on continue, on va continuer, tout le monde veut continuer le procès. Et ils me disent, les gens qui avaient perdu cet enfant de 16 ans, me disent maître, nous on ne sait pas. On ne veut pas que cet homme soit condamné pour être condamné, on veut qu'il ait un procès juste. Si vous estimez qu'il n'aura un procès juste que s'il s'est renvoyé pour qu'il ait le temps de prendre un avocat et que l'avocat, comme il office, va mal le défendre et que donc il va prendre le maximum, demandez le renvoi. Et c'est donc parce que mes clients étaient des gens merveilleux, parce que quel dépassement de soi, quel oubli de la vengeance, quel sens de la dignité faut-il avoir, quelle grandeur d'âme. Et je suis marqué, j'en ai encore les larmes aux yeux, on s'est écrit longtemps après, ils sont décédés maintenant, avec ces gens-là, et donc j'ai été le seul à dire que dans l'intérêt du fonctionnement de la justice, et parce que mes clients le demandaient, il fallait reporter le dossier. J'oublierai jamais ce positionnement-là. Et la deuxième anecdote, qui est aussi une anecdote dramatique, si vous avez le temps, c'est un procès que je n'ai pas plaidé. Et je le plaide encore aujourd'hui, c'est 30 ans après. C'est un procès d'un type formidable aussi, qui était un vieil héros de guerre, qui avait fait la guerre de 14, je crois, il était assez âgé à l'époque, et qui avait été peut-être de 40, j'oublie, je ne sais pas, admirable, et sa femme était atteinte d'un cancer terrible qui la faisait abominablement souffrir. Et cet homme, à un moment donné, voyant sa femme souffrir, n'a plus supporté qu'elle souffre, et dans un véritable geste d'amour, l'a tuée avec son fusil, pour plus qu'elle souffre, en accord avec elle, pour plus la voir souffrir. C'était pas du tout égoïste comme comportement, c'était vraiment un acte de générosité. Et après, il a retourné le fusil contre lui, et il n'a pas eu le courage de tirer. Il a posé le fusil, il a appelé la police, il a attendu qu'on vienne l'arrêter. Il y a eu une instruction, il n'a pas été incarcéré, et la justice est longue, et même s'il reconnaissait les faits, ça prend un certain nombre d'années, le temps passe, il était âgé, le traumatisme de ce qui s'était passé le marque, il est malade, très malade, et très très malade, et il sait qu'il va mourir. Et il m'a supplié, il m'a demandé, et je l'ai fait, il m'a dit, moi je veux pas mourir avant d'être jugé. Alors que bon, mourir avant d'être jugé, c'est éviter le procès, c'est éviter la condamnation, ça n'a que des avantages. Je veux m'expliquer, et je ne veux pas qu'on pense une seconde que ce que j'ai fait, je l'ai fait dans un intérêt personnel. Je veux vraiment être jugé. Je lui dis, vous savez, les délais d'audiencement, c'est long, oui, mais j'ai peu de temps devant moi, faites quelque chose. Je suis donc allé voir le président de la cour d'assises, qui était un grand magistrat, dont le fils est aujourd'hui avocat au barreau de Marseille, et il se reconnaîtra s'il entend par hasard cette interview. Et je lui dis, voilà, mon client veut être jugé avant de mourir, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'audience? Et ce magistrat dit, oui, je comprends, je vais l'audiencer en urgence. Et donc il audience en urgence le dossier, ce qu'il peut faire, il y aura le procureur général, il dit voilà, il me faut ce dossier rapidement. Et donc on organise la comparution parce qu'il était hospitalisé, ce monsieur, il fallait faire venir les pompiers, il venait sur une civière, et donc le procès devait commencer le lundi. Et il est mort dans la nuit du dimanche, sans être jugé, et sans pouvoir s'expliquer sur le geste qu'il avait fait. Ce sont des anecdotes poignantes que vous nous partagez, je vous en remercie évidemment. Je tenais à vous poser une dernière question. Vous avez évoqué le fait que vous enseignez aujourd'hui à l'École des avocats du Sud-Est. Quel est le message que vous aimeriez faire passer à ces jeunes futurs confrères et aux étudiants plus généralement qui souhaitent se lancer dans la profession d'avocat? C'est un métier de passion. Il faut l'aimer parce qu'il y a des contraintes qui sont très lourdes. Et il y a des contraintes aujourd'hui qui sont peut-être encore plus lourdes que ce qu'elles étaient. Après, on ne peut pas passer le même message
à celui qui veut être avocat d'affaires et à celui qui veut être avocat d'assises. Il y a des points communs bien sûr dans le métier, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est pas la même chose. Après, je crois que c'est un métier qu'on ne fait pas par raison. Il y a des métiers qu'on fait par raison. C'est un métier qu'on doit faire par passion. C'est un métier qui a, surtout dans notre monde un peu aseptisé, un peu indolore, un peu uniformisé, enfin, on pourrait qualifier à l'infini l'évolution du monde, c'est un métier d'émotion, souvent plus négative que positive. Les émotions, on peut classer les émotions comme ça, on peut les classer autrement, mais la preuve, les anecdotes que je vous ai données, c'est pas des anecdotes très drôles, c'est lourd de sens, mais c'est un métier où on est vivant. Donc c'est un métier, après on peut faire métier de mille façons, hein, c'est un métier où on est vivant. Mais il faut faire ce métier parce qu'on aime les émotions, quelque part il faut aimer les émotions, tout le monde n'aime pas les émotions, c'est pas nécessairement confortable d'être dans le questionnement, dans le conflit, est-ce que j'ai bien fait les choses, c'est difficile, mais c'est pas un métier qu'on fait par raison, et notamment, même quand on va se spécialiser dans le droit des affaires, c'est pas un métier qu'il faut faire pour l'argent. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ne soyez pas avocat. Avec l'énergie que commande ce métier, je ne veux pas dire par là qu'il n'y ait pas des avocats qui gagnent beaucoup d'argent. Bien sûr qu'il y a des avocats qui gagnent beaucoup d'argent. Mais globalement, par rapport à l'énergie qu'on emploie dans ce métier, la responsabilité qu'on prend, les mises en cause, les mises en danger qu'on vit, parce que c'est véritablement ça, le rapport investissement, rémunération, bon, il est correct, on vit bien, mais on ne fait pas fortune, sauf cas très exceptionnels, on ne fait pas fortune. Donc ne faites pas ce métier pour l'argent, et dites-vous que ce métier, c'est un métier de liberté. Voilà. Donc, où on aime la liberté, et on est bien obligé de considérer que dans le monde d'aujourd'hui, on en a de moins en moins, où on n'aime pas la liberté. Parce que le métier d'avocat, l'immense avantage qu'il a, et je ne connais pas beaucoup de métiers comme celui-là, c'est que vous pouvez mettre dans ce métier ce que vous êtes, quoi que vous soyez. C'est pour ça qu'il y a autant de façons d'être avocat que d'être humain. Mais vous pouvez mettre ce que vous êtes. Je vous ai parlé de Brassens ou de Cyrano de Bergerac. Je pourrais vous parler du Comte de Monte Cristo. J'ai une passion pour le Comte de Monte Cristo. Je le trouve un chef-d'œuvre de la littérature, même si j'ai des fautes de français, ce qui est intéressant comme problématique. Mais vous mettez ce que vous êtes. Après, d'autres mettront autre chose. Il n'y a pas une façon de le faire. Il n'y a pas un truc qui est bien et un truc qui est mal. Donc, je ne sais pas dans quel métier on peut mettre véritablement ce en quoi on croit, ce qui a fait qu'on est construit comme on est construit, les souffrances qu'on a eues, les joies qu'on a eues. Chacun a une histoire, mais il faut avoir le courage de montrer ce que l'on est. D'ailleurs, je finis sur ça si vous voulez, j'ai parlé de Badinter tout à l'heure, mais quand Badinter raconte, peut-être dans l'exécution, je ne sais plus, dans un autre livre, je ne sais pas, je crois que c'est dans l'exécution, bon, bref, je ne sais pas, peu importe, il raconte, il a commencé, Badinter après était avocat d'affaires, hein, il a plaidé contre la peine de mort une trentaine de fois avec succès, et une fois sans succès, la première. Mais ce n'était pas du tout sa vocation. Et il travaillait pour un vieil avocat du Sud-Ouest qui était à Paris, qui s'appelait Henri Torres. Et un jour, le jeune avocat, il va voir son maître, et il lui dit, maître, parce que c'était comme ça à l'époque les rapports, ça l'est toujours d'ailleurs, quelles sont selon vous les trois qualités indispensables d'un avocat ? Et Torres lui réfléchit et lui répond le courage. C'est vrai. Pour être avocat, il faut du courage. Et aujourd'hui, je crois que cette vertu, le courage, on a un peu tendance à l'oublier. Merci beaucoup, maître. Merci pour votre temps, pour votre passion. Et j'espère que nombre d'auditeurs auront le plaisir de vous entendre sur ce nouvel épisode. Merci, maître. Merci à vous.
C'était Le Goût des maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires,